monde se trouve une constellation d'îles de corail, perdues au cœur du grand océan. Des écosystèmes isolés et préservés, où brille encore la lumière des premiers jours. Un monde libre et sauvage. En abritant une vie sous-marine exubérante, chaque île est une oasis de fécondité au cœur d'un désert océanique. Riche de centaines d'espèces et grouillante de vie, ces constructions de corail font partie des biotopes les plus complexes de l'océan. Nous sommes à 6000 km des côtes continentales les plus proches, en Polynésie française, qui compte 5 archipels, dont celui des Tuamotu. Cette constellation de 76 atolls, qui s'égrène sur 2000 km de long et 600 de large, constitue la plus grande chaîne d'atolls coralliens au monde. Une surface marine de 20 000 km², dont seulement 5% de terre émergée. Au sud de l'atoll de Fakarava, la passe de Tetamanu est à l'apogée de son activité sous-marine. C'est l'hiver austral et cette nuit, la lune sera pleine. L'astre de la nuit est la maîtresse des marées et donc le perpétuel moteur du courant. Sous l'eau, la lune gouverne aussi les cycles biologiques. La passe est alors le théâtre d'événements décisifs qui président à l'avenir de nombreuses espèces. Elle accueille les rassemblements de ceux qui ont besoin d'une voie vers l'océan pour se reproduire. Entre le crépuscule du soir et l'aube d'un nouveau jour, beaucoup jouent leur destin dans un équilibre fragile entre la vie et la mort. Une armada de plusieurs centaines de squales fait face au courant. Le flux créé par la marée est pour eux un élément de confort considérable. Car, comme tous les poissons, le requin gris doit faire circuler l'eau à travers ses ouïes pour respirer. Mais comme tous les requins pélagiques, ses branchies, insuffisamment musclées, sont incapables de le faire seul. Éternel maraudeur, il est condamné à nager sans fin pour s'oxygéner. Le courant devient une véritable aubaine, car il lui offre une assistance respiratoire salutaire qui lui permet de limiter ses efforts et de conserver son énergie. Porté par un courant régulier, l'animal peut pratiquement rester immobile. Une opportunité pour le labre nettoyeur, qui tente une opération dans la gueule du prédateur. Une opération acrobatique et risquée pour le petit poisson. Les plaies corporelles aussi sont inspectées. L'hiver austral est une période de forte activité pour la colonie de prédateurs. Elle compte chaque jour de nouveaux arrivants. On croise aussi bien des femelles marquées par un accouplement récent que de futures mères proches du terme. Les requins gris ne font pas preuve d'ostracisme. D'autres espèces s'intègrent aisément dans la chorégraphie du groupe. Ces jeunes requins à pointe argent, qui préfèrent habituellement les grandes profondeurs, sont parfaitement tolérés. De même que le requin à nez pointu, qui, lui, est un résident permanent. Parfois, le requin corail se joint au cercle des nageurs, bien qu'il n'ait aucun besoin de bouger pour respirer. Posé sur le fond, il passe le plus clair de la journée dans une profonde inactivité. C'est un client plus docile pour les labres nettoyeurs. Il est rare de croiser des requins mutilés, car le moindre handicap leur est généralement fatal.
Celui-ci, bien que défiguré, semble avoir bien récupéré d'une mauvaise rencontre. Il est surprenant de constater que la présence de tous ces grands prédateurs ne génère pas de tension particulière dans l'écosystème. C'est dans un climat serein que chacun vaque à ses occupations. Les places bien desservies par le courant sont très convoitées. Un couple de poissons-clowns est installé à proximité dans son anémone urticante protectrice. Pour s'assurer une cohabitation paisible et éviter d'être confondu avec une proie, il se frotte souvent sur elle pour s'enduire de son mucus. Ils ne s'éloignent de leur citadelle de tentacules que pour gober le plancton dérivant dans le courant. Soudain, le passage d'un banc de poissons fusiliers bouleverse le calme de la passe. Stimulé par l'arrivée de ce repas providentiel, un groupe de requins sort de sa léthargie. Les chasseurs s'agitent nerveusement et essayent de cerner les poissons. Dans un si grand rassemblement de requins, il y a immanquablement quelques individus au ventre vide qui cherchent par tous les moyens à calmer leur faim. Ils tentent leur chance. Sans succès. Harassé par la faim, un requin dépité inquiète même le poisson-clown. Les poissons fusiliers disparus, la tension redescend aussi rapidement qu'elle est montée. Mais toute cette agitation a attiré l'attention d'un prédateur plus imposant. Le grand requin marteau met régulièrement le requin gris à son menu. L'animal, à la tête si caractéristique, peut atteindre 5 mètres de long et peser plusieurs centaines de kilos. Il est toujours à la recherche de son prochain repas. Aujourd'hui, sa grande nageoire dorsale ne fera que passer. La passe est un cordon ombilical entre l'océan et le lagon. Une route ouverte vers le large ou une porte d'entrée dans l'univers lagunaire. Prisonnier de sa couronne corallienne, le lagon est une petite mer intérieure. Un refuge à l'abri des tempêtes et un lieu d'abondance. Un milieu protecteur mais suffisamment ouvert sur l'extérieur pour ne pas risquer l'asphyxie. Oxygénés et nettoyés par les courants des marais qui circulent dans les passes, les eaux claires et riches favorisent l'épanouissement de tout un écosystème. Le lagon prospère dans un équilibre fragile, régulé par l'échange des eaux avec l'océan et génétiquement en permettant aux espèces de se disperser. Immense crèche, c'est une nurserie essentielle au développement de beaucoup de jeunes poissons. Du poisson brouteur d'algues aux grands prédateurs, tous trouvent dans le lagon un milieu propice pour vivre, grandir et se reproduire. Côté Grand Bleu, la passe s'achève en vertigineuse paroi verticale qui plonge vers les abysses. Ces formidables tombants forment autour de l'île une barrière où se brisent les vagues du Pacifique et marquent une frontière entre l'île et le milieu pélagique. On y croise de grandes voyageuses, comme la raie manta. Quelques requins postés en sentinelle, ou des barracudas, victimes d'une mauvaise réputation bien injustifiée. Ils attendent paisiblement en banc le moment de se séparer pour aller chasser en solitaire.
Rempart contre les assauts de la houle, le platier est composé de coraux massifs très résistants. Les eaux agitées et oxygénées par la houle océanique sont fréquentées par une faune luxuriante de poissons. Face au désert bleu de l'océan profond, la vie s'oppose au vide, la multitude à l'absence, en un exubérant kaléidoscope de formes et de couleurs. Cette grande femelle raie grise vient récemment de donner le jour. Les cavités qui creusent son dos étaient il y a encore peu gonflées d'embryons. Le mâle qui la suit sans relâche lui propose déjà de s'accoupler. La femelle ne dissuade ni n'encourage le prétendant. Elle organise savamment la poursuite pour tester sa motivation et ses capacités physiques. S'il est à la hauteur, la femelle séduite lui permettra de transmettre ses gènes. À l'entrée du chenal, les perches pagaies sont elles aussi en pleine saison des amours. En cette fin d'après-midi, elles ne sont que quelques dizaines, mais ne représentent que l'avant-garde d'un rassemblement de plusieurs milliers d'individus. Depuis plusieurs semaines, une autre espèce se regroupe au centre de la passe dans le même but. Prédateur et misanthrope, le mérou marbré est un solitaire. Mais, esclave de la biologie, une fois l'an, il doit répondre à un appel souverain qui le contraint à rejoindre ses congénères. Il entreprend alors une migration longue et périlleuse qui doit atteindre son but à la pleine lune du solstice d'hiver. La passe de Tetamanu héberge l'un de ces rassemblements uniques et spectaculaires. Chaque jour, depuis 4 semaines, elle accueille de nouveaux arrivants venus des 4 coins de l'immense atoll. Ils sont maintenant au complet. Cette surpopulation de mérous est sous haute surveillance. Messieurs les mérous sont par nature irascibles et agressifs. La promiscuité qui règne et la proximité de femelles en gestation sont source de nombreux conflits. Un regard de travers, une femelle à séduire, une place à défendre, et c'est l'affrontement. Un face-à-face bref, mais particulièrement violent. Les morsures ne sont pas simulées et chacun des adversaires y perd des écailles. Un voisin excédé et bien plus imposant met fin à l'altercation. Il est habituellement difficile de distinguer le sexe d'un mérou, car il en change plusieurs fois au cours de son existence, et sa couleur varie facilement en fonction de son humeur. Mais ici, les femelles sont faciles à distinguer grâce à leur ventre gonflé. Elles sont à terme et prêtes pour le grand moment. Elles sont aussi des cibles très convoitées. Pour un requin, une femelle au ventre plein de gras et protéiné est une ressource énergétique substantielle. Quelques raies léopards passent portées par le courant, indifférentes aux préoccupations des mérous. On l'appelle aussi raie-aigle, en raison de la forme allongée de sa tête et de son majestueux vol plané.
Bien que pélagique, c'est sur le fond marin que cette lointaine cousine du requin trouve sa pitance. Son odorat infaillible la guide vers ses futures victimes. Avec sa bouche en forme de groin, elle fouille le sol à la recherche de crabes, coquillages ou autres gros invertébrés. Le sable ingéré par mégarde est évacué par les voies respiratoires. Cette tortue verte émerge d'un épisode de sommeil passé à l'abri d'une petite grotte. Animal à sang-froid, son organisme reptilien lui permet de réaliser des prouesses en apnée. Durant ces périodes de récupération, elle se plonge dans un état de léthargie profonde, proche d'un coma, où sa consommation énergétique est insignifiante. Son métabolisme se réduit à l'essentiel, ce qui lui permet de rester en apnée pendant plusieurs heures. Quelques mouvements de nage et elle est à nouveau totalement opérationnelle. L'après-midi touche à sa fin. Les reliefs tourmentés des versants océaniques de la Passe prennent vie grâce à ceux qui préfèrent l'ombre à la lumière ou qui ont besoin d'un refuge. Comme le poisson écureuil, dont les grands yeux adaptés à l'obscurité supportent mal les fortes lumières. Le requin nourrice aussi est un noctambule de récif. Géant placide durant la journée, il se métamorphose la nuit en un chasseur actif très efficace. Cerbère du récif, la murène javanaise monte la garde sur son domaine. D'instinct territorial, durant la journée, elle quitte peu son antre de corail. Ce couple de crevettes nettoyeuses, actuellement désœuvré, attend son prochain client. Depuis 15 jours, la femelle a le ventre distendu par ses œufs. Ils sont à terme et l'éclosion est proche. Les larves iront rejoindre le plancton pour une série de mues qui les métamorphosera en adultes accomplis. De forme variée mais toujours parée de couleurs sublimes, le nudibranche est une limace de mer. Carnivore, il s'alimente sur les parois riches en éponges, en polypes ou en bryozoaires. Ses antennes sensitives lui permettent de sentir, entendre et goûter. Le plumeau qui brasse l'eau de ses tentacules est son système respiratoire. Comme l'escargot, le nudibranche est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il possède simultanément des ovules et des spermatozoïdes. Pour être viable, ces œufs doivent être fécondés par un congénère. Pour cet animal lent et peu mobile, croiser un semblable est un événement. La rencontre provoque inévitablement un échange de leurs gamètes mâles. Chacun pourra ainsi inséminer ses ovules. Ce chromodoris, aux couleurs éclatantes,
dépose sur le fond un long ruban adhésif composé de milliers d'œufs féconds qui vont assurer sa descendance. Le soleil glisse doucement vers l'horizon. La journée approche de son terme. Les légions de chirurgiens bagnards broutent une dernière bouchée d'algues. Repus et pleins d'énergie, ils vont maintenant devoir prendre tous les risques pour assurer l'avenir de l'espèce. Plus prolifiques que les mérous, c'est à chaque nouveau cycle lunaire qu'ils doivent, au cours d'un rituel frénétique, réussir à donner la vie. Un vrai défi, car la passe ne manque pas de prédateurs affamés. Arrivant de toutes parts, ils forment une marée mouvante qui envahit les surplombs de la passe. En surface, les demi-becs semblent indifférents à cette agitation. Patients, ils attendent la ponte, car ce sont les œufs dont ils raffolent. De leur côté, les requins, les carangues bleus et les napoléons cherchent des victimes. Ces opportunistes comptent bien faire un festin. Comme lorsqu'ils s'alimentent, la stratégie défensive des chirurgiens bagnards réside dans la multitude. Par centaines, en bancs compacts, rapides et mouvants, ils déstabilisent les attaquants. Leur forme et leur couleur identiques, barrés de traits noirs, participent à créer une forme d'illusion d'optique qui perturbe l'essence des prédateurs. L'individu est noyé dans la foule. Ne pouvant se focaliser sur un poisson précis, les agresseurs sont peu efficaces. Si beaucoup esquivent facilement les attaques, inévitablement, les moins habiles succombent. En se dispersant en colonne vers le centre de la passe, les chirurgiens bagnards évitent d'être acculés sur le récif. Soudain, dans un brusque mouvement ascendant, quelques petits groupes commencent à pondre. C'est le signal. Dans une incroyable explosion d'énergie, les milliers de poissons se libèrent. Une marée de géniteurs déchaînés disperse leurs gamètes dans un formidable feu d'artifice sous-marin, proche de la surface, là où le courant est le plus fort. C'est un jeu d'esquive mortelle, où seuls les plus rapides sortent vainqueurs. Les œufs libérés sont instantanément fertilisés par une poignée de mâles. Les noces sont rapides, mais l'énergie dépensée est conséquente. La plupart des espèces de poissons pondent des œufs. Beaucoup pratiquent la fécondation de groupe. Elle permet un brassage génétique salutaire de l'ensemble de la population. Le mélange des cellules est tel qu'il n'y a presque aucune chance que les gènes de deux individus par an puissent se rencontrer.
Mais quelle que soit la méthode de ponte choisie, une contrainte s'applique à tous. Les œufs ou les larves doivent rejoindre le zooplancton dans le grand large pour une période de dérive océanique. Cette errance de quelques semaines, loin des lagons, est une étape fondatrice de la vie. Expulsée du lagon et dispersée par le courant, la prochaine génération commence son odyssée. Ce grand nuage blanc est la promesse de vie pour toute une population de chirurgiens bagnards. Au bout de sa course, le soleil rejoint l'horizon. La lumière mourante du crépuscule du soir envahit la passe. Dans ce bref moment entre chien et loup, certains quittent l'océan pour passer la nuit à l'abri dans le lagon, alors que d'autres font le chemin inverse. Pour eux, c'est le début d'une nuit pendant laquelle ils vont sillonner l'océan. Avec l'arrivée de l'obscurité, les acteurs de la journée sont à la recherche d'un abri où se dissimuler. D'autres, jamais rassasiés, avalent en surface, dans les derniers rayons de lumière, leur ultime bouchée de plancton. Le baliste achève de débusquer son dîner enfoui sous un manteau de coraux. Les perches pagaies vont se blottir contre le tombant pour la nuit. Ce clair-obscur est un moment particulièrement propice aux prédateurs. Dissimulés dans le halo de cette lumière équivoque, ils peuvent plus facilement exploiter les points faibles de leur proie. Une petite équipe de thons à dents de chien part en chasse. Chaque jour, à cette même heure et à ce même endroit, une multitude de poissons sort du lagon pour rejoindre l'océan. Comme un gigantesque organisme, la colonne avance par fulgurantes pulsations. Le passage se fait à toute vitesse et sous haute tension, car les poissons doivent emprunter le canyon des requins gris. Mais ils sont si nombreux et ils passent si vite que les requins sont pris au dépourvu. Bien que cette migration se fasse quotidiennement au même moment, les prédateurs ne semblent pas l'avoir anticipée. Les thons de passage, plus avertis, réussissent quelques prises, alors que les requins déconcertés paraissent complètement inhibés. Agités et sans cohésion, ils ne réussissent pas à créer des opportunités. Les voyageurs ont eu le temps de se mettre à l'abri dans l'océan avant qu'ils ne réagissent efficacement. Encore une fois, être en grand nombre est une stratégie de survie efficace. Les squales reforment le groupe. L'obscurité qui vient
et pleine de promesses. Un jour de lumière s'achève et les ténèbres de la nuit commencent. L'astre de la nuit est à son apogée. Comme un soleil nocturne, sa lumière blafarde révèle un peu de la pénombre sous-marine. Ces poissons bananes retardataires n'ont pas encore rejoint leur quartier pour la nuit. Après une journée d'apathie, ce requin corail commence sa longue nuit de traque. Véritable bouquet d'épines venimeuses, la rascasse sort de son abri collectif de la journée pour partir en chasse solitaire. Elle avale par succion les petits poissons qu'elle débusque en étirant le voile de ses longues nageoires. Calée dans une faille, cette tortue a trouvé sa couche. Durant la nuit, le corail déploie ses polypes restés fermés le jour. Il est plus vulnérable aux agressions de l'étoile de mer épineuse. Protégé par sa couronne de piquants, l'animal dévore sans répit, ne laissant derrière elle qu'un squelette de calcaire. Imperceptible durant la journée, un univers peuplé de créatures fantasques et improbables émerge des ténèbres. Ruban ondulant, l'holoturie lécheuse est un long tube digestif. Elle se déplace en contractant alternativement les anneaux de son corps mou et souple. Sa bouche est entourée de tentacules adhésifs qui capturent les microscopiques particules organiques qui passent à sa portée. Elle fait partie des organismes nettoyeurs indispensables au maintien de la bonne santé du lagon. À la moindre alerte, elle rétracte instantanément ses anneaux. Durant la journée, les poissons brouteurs tondent la pelouse d'algues qui pousse sur le fond marin. La nuit, ils laissent la place aux oursins qui sont restés totalement invisibles durant la journée. Ensemble, ils régulent la surabondance des végétaux, préservant ainsi l'équilibre entre les organismes. Les crustacés sont au milieu marin ce que les insectes sont au milieu terrestre. Le Bernard l'ermite est un partisan forcené du recyclage. La nature ne lui ayant offert aucune protection pour son corps mou,
il récupère diverses coquilles vides qu'il utilise comme mobil-home. Une résidence temporaire qu'il doit renouveler à chacune de ses mules croissance. Chaque nouvelle coquille doit être adaptée à sa nouvelle taille et d'un encombrement raisonnable. Le type char d'assaut a beaucoup de succès. Mais le modèle sport, plus coloré et plus rapide, a également ses adeptes. Quelques rares poissons sont actifs de jour comme de nuit. Presque invisible avec son camouflage, le turbo tropical affectionne les fonds sableux comme terrain de chasse. Nyctalope, ses yeux pédonculés lui permettent de repérer les petits poissons qu'il surprend en plein sommeil. À l'affût, le poisson lézard, avec sa mâchoire surdimensionnée, est un chasseur patient, toujours prêt à bondir sur une victime. Même durant la nuit, le sergent-major n'abandonne pas son poste. Fidèle jusqu'à l'extrême, il monte une garde protectrice autour de sa ponte. Si quelques poissons restent actifs, la plupart passent la nuit dans un état léthargique semblable au sommeil. De nombreuses raisons imposent cette torpeur nocturne. Notamment, et comme pour la majorité des organismes vivants, le métabolisme du poisson a besoin d'une période de repos pour conserver son efficience. Ce moment de réactivité réduite le rend vulnérable. Les prédateurs étant moins nombreux, la nuit est le moment propice au relâchement. Un individu capable de stratégies de survie efficaces sous la lumière du soleil aura tout intérêt à utiliser l'obscurité, période où il est le moins performant, pour s'économiser et refaire le plein d'énergie. Il faut être le plus discret possible. Le corps déployé à l'abri d'un surplomb ou d'un creux du corail, l'activité est réduite au minimum. Mais l'immobilité totale est souvent impossible. Même assoupi, il faut tout de même respirer en brassant l'eau de ses nageoires. Chez les poissons, il y a autant de pyjamas que de manières de dormir. Étrangement, malgré l'obscurité profonde, un changement de parure pour la nuit est courant. Parfois, pour des couleurs criardes, plus vives que durant la journée. Ou pour un savant camouflage. Le poisson perroquet est confortablement installé. Pourtant, être posé sur le fond le rend vulnérable aux agressions des parasites en tout genre. Pour se prémunir de ce désagrément, certains individus s'enrobent entièrement pour la nuit d'une bave protectrice qu'ils sécrètent par la bouche. Enfermés dans leur moustiquaire de mucus, ils sont à l'abri d'indésirables, tels que les vers urticants. Pour le poisson clown, la nuit est paisible. En stimulant son anémone, il l'incite à se rétracter. Elle lui offre ainsi un parfait cocon protecteur. Le requin appartient à la nuit, comme le dauphin appartient au soleil. C'est dans les ténèbres qu'il prend sa vraie dimension. Son élégance
règne sur l'obscurité sous-marine depuis 100 millions d'années. La lumière lunaire attire près de la surface une grande quantité de larves et d'alevins de poissons. Le requin gris ne dédaigne aucune proie. Malgré leur taille réduite, il les repère parfaitement. Pour être un prédateur efficace, appréhender avec précision son milieu est indispensable. Les sens du requin sont particulièrement efficients, mais pour faire la différence, il possède une étonnante faculté. Il est doté d'organes sensoriels qui détectent à distance la plus petite variation dans le champ électrique qui l'entoure. Ce système très performant lui permet de déceler de très faibles impulsions électriques, comme des coups de nageoire ou des battements de cœur d'une proie en fuite. Situés sur sa tête et le long de son corps, ces récepteurs, joints à ses autres sens, font de lui un véritable radar sous-marin. Tel un aimant attirant le fer, les mouvements d'un poisson guident la tête chercheuse du requin vers lui. L'équipement est une chose, la stratégie en est une autre. Le profit énergétique offert par de si petites proies est dérisoire, comparé à la dépense engagée pour les capturer. L'instinct de prédation du requin semble parfois lui jouer des tours. Le récif fournit cependant des prises plus conséquentes. Un requin gris solitaire patrouille à la recherche du moindre signe de mouvement annonçant un repas. Un fusilier au sommeil agité est repéré. Le duel est un étrange pas de danse entre la vie et la mort. Le petit poisson sait que s'il tente de fuir, il est condamné. Plein de sang-froid, il laisse approcher le prédateur pour mieux esquiver au dernier instant les coups de gueule. Cette stratégie à haut risque neutralise l'avantage du requin qui voit mal dans la nuit. S'il repère bien le poisson en mouvement et à distance, il est particulièrement maladroit quand ce dernier est immobile et très proche de lui. Découvert, ce zancre utilise la même stratégie. Mais moins expérimenté, il perd sa maîtrise. La réaction est instantanée. Tous les requins à proximité le prennent pour cible et son sort est scellé un peu plus loin. C'est l'étincelle qui amorce une réaction en chaîne. Un requin débusque un poisson qui attire d'autres requins qui débusquent d'autres poissons qui attirent plus de requins et ainsi de suite. Le scénario est toujours le même. Bien qu'il n'y ait pas de volonté préméditée et cohérente de former une meute, les nombreux requins présents dans la zone se retrouvent de fait en groupe. Il n'y a pas de tactique commune, mais être nombreux leur offre plus d'opportunités. Cela s'avère très bénéfique et il multiplie les prises. Pour les poissons, c'est un cauchemar. Leur survie dépend de leur faculté à rester inerte et sans réaction au passage des squales. Pas de quartier pour celui qui craque. Mais comment ne pas céder à la panique au milieu d'une horde de gueules affamées? Les chasseurs sont impitoyables et la concurrence entre eux est féroce. Celui qui réussit à saisir un repas doit l'avaler le plus vite possible, sous peine d'être pris à partie par ses congénères. On ne sort pas toujours indemne d'une telle mêlée. La nuit touche à sa fin. Lentement,
les ténèbres s'estompent. La faible lueur de l'aube transparaît. Le rideau de la nuit se lève sur un nouveau jour. Avec la nouvelle marée, le lagon se déverse dans l'océan. Le seuil extérieur de la passe est déjà en pleine activité. Après plusieurs semaines d'attente, c'est enfin le grand moment pour les mérous marbrés. D'un même élan, femelles et mâles se précipitent vers la surface pour libérer leurs semences. Chaque femelle a sélectionné les mâles pour en faire son petit cercle de géniteurs. Plus vulnérables que les poissons chirurgiens, car plus imposants, les mérous pondent par intervalles en petits groupes dispersés pour dérouter les squales. La lumière incertaine offre une protection précaire à l'avidité des requins. Il s'en est fallu de peu pour celui-ci. Mais les requins ne sont pas les seuls prédateurs. Arrivant du bleu par centaines, une pluie de fusiliers s'abat sur les pontes. La chaîne alimentaire ne serait pas complète sans l'arrivée de thons à dents de chien, de grands amateurs de fusiliers. Les nuages d'œufs sont pris d'assaut et beaucoup engloutis avant qu'ils n'aient eu le temps de se disperser dans le courant. Mais le tribut payé par les mérous et leurs pontes reste supportable et ne met pas en danger l'avenir de l'espèce. Ce sacrifice est un rouage essentiel dans l'équilibre de l'écosystème de la passe. Beaucoup d'espèces résidentes dépendent de cet apport ponctuel en protéines pour survivre. La prospérité de la colonie de requins gris est fondamentalement dépendante de ces grands rassemblements réguliers. Les premiers moments de vie des œufs sont les plus périlleux. Heureusement, la plus grande partie sera bientôt à l'abri au large. Ils rejoindront dans l'océan ceux des poissons chirurgiens pondus avant la nuit. Une nouvelle génération de ces espèces verra le jour. Après ce temps de dérive, les survivants, devenus autonomes, reviendront pour coloniser le lagon et perpétuer le cycle de la vie. Les ventres vides des femelles annoncent la fin de la ponte. De leur côté, le ventre plein, les convives se dispersent. Les mérous, épuisés par l'effort, quittent la passe. Ils vont rejoindre leur territoire et leur vie solitaire jusqu'à l'année prochaine. Dans l'eau comme sur Terre, les acteurs et les comportements diffèrent entre le jour et la nuit. Métronome de l'écosystème et lien primordial, le cycle des courants est un cycle de la vie. D'un crépuscule à l'autre, chaque jour est une mystérieuse alchimie de vie et de mort, où l'avenir et la survie de chacun dépendent de l'autre, dans un miraculeux équilibre. Perdu dans le Pacifique,
Les Tuamotu, et plus particulièrement la passe de Tetamanu, sont une fenêtre unique sur les merveilles du monde sous-marin.